entre 2010 et 2020, avant de prendre la direction adjointe du service musée et patrimoine historique de la ville de Bourges. Et à côté de moi, c'est Cécile Contasso, qui donc est la nouvelle responsable du service ville d'art et d'histoire à la ville. Sophie Van Nieuwenhuis m'avait demandé au départ de l'organisation de ces journées de présenter en exemple en fait comment le service ville d'art et d'histoire et le service des musées par ailleurs avaient pu développer des applications numériques. Quel type d'application et faire un petit peu une sorte de retour d'expérience. Le service a dès le départ réfléchi en fait à l'évolution de ces outils de médiation. La question du numérique était arrivée très tôt, mais pour des tas de raisons qui touchent évidemment souvent les services des collectivités, en particulier des questions de moyens, nous avait un petit peu freiné dans notre enthousiasme. C'était également posé la question que tout le monde doit se poser, c'est certes du numérique, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on veut valoriser? Quel est l'objectif en fait? Et pour quel type de public? La première expérience malheureuse, douloureuse de ce développement numérique dans notre service a été une exposition que nous avions souhaité créer à l'occasion du 600e anniversaire de la mort de Jean de Berry, donc en 2016. C'était une commémoration qui se déroulait dans le cadre des commémorations nationales. Donc les services culturels de la ville, les archives départementales et le musée de Melun-sur-Yèvre s'étaient regroupés pour proposer à Bourges une programmation tout au long de l'année 2016 et pour conclure en fait cette année et laisser une trace en fait de tout ce travail autour de Jean de Berry. Nous avions souhaité créer une exposition virtuelle qui devait se trouver sur le site de la ville. L'idée était de mieux faire connaître le personnage, Jean de Berry, qui est une sorte de héros local, mais qu'en fait personne ne connaît. Personne n'en connaît vraiment la biographie, personne ne connaît vraiment son rôle dans l'histoire de la fin du XIVe siècle et du début du XVe. Et surtout, il reste quand même, malgré toutes les destructions, un patrimoine non négligeable, architectural et artistique, qui nous semblait important de pouvoir montrer, de remettre dans son contexte pour la suite. Et puis, on avait un autre objectif qui était de créer un outil qui soit totalement accessible, parfaitement aux normes d'accessibilité Internet, pour les personnes déficientes visuelles, déficientes mentales, etc. Et donc voilà, donc on avait fait travailler une étudiante de master sur ce projet d'exposition avec l'ensemble des partenaires locaux. Et donc on avait abouti en fait à cette magnifique page d'ouverture. Cette exposition, vous ne la verrez jamais, pour l'instant, en fait, puisque au moment de lancer le développement et de l'installer sur le site de la ville, le collègue qui avait si bien travaillé avec Colette, donc le directeur de notre service informatique, m'a dit non, ça ne m'intéresse pas. Donc, il n'y a pas eu d'exposition virtuelle Jean de Berry. Voilà. On va vous montrer en avant-première, c'est la seule chose qui nous reste en fait, qui est une reconstitution. Non, pas lui. Le responsable du service informatique qui n'a pas jugé bon de développer cette exposition. Non, on n'a aucun problème avec nos collègues des services culturels. Donc voilà, c'est un film qui avait été réalisé par une association locale de Bourges, Around You, qui a fait une reconstitution numérique du Palais Ducal et de la Sainte-Chapelle. Donc il ne reste plus qu'à peu près un cinquième, c'est-à-dire une partie des salles de droite. Voilà. C'est un film qui donc date de 2016. Je pense qu'ils ont fait des progrès en particulier sur les transitions qui sont un peu rapides encore. Mais...
Palais Ducal et la Sainte-Chapelle ont été commandés par Jean de Berry à la fin du XIVe siècle et la Sainte-Chapelle a été détruite en 1757. Il ne reste qu'une partie des vitraux et une partie du mobilier qui est réinstallée dans la cathédrale. Ça vaut bien alors cette association-là chez nous, hein. Et en plus, ils ont travaillé à côté de nous. Et l'argumentation du nom, on peut... Parce que il n'y avait pas d'explication, il n'y avait pas d'explication logique. Voilà. Est-ce que ce film est visible quelque part? Non. Ben non, parce qu'il aurait dû être dans ce site internet. Voilà. Donc, fort de cette première expérience tout à fait réussie, 2 ans plus tard, nous sommes contactés par le service communication qui nous dit on va vous présenter une association, une petite société, une start-up là, qui veut monter des projets. Et on y est allé parce qu'en fait, c'était proposé par le Crédit Agricole aussi. Donc on s'est dit, peut-être. Bon. Et en fait, donc, on a découvert cette start-up qui s'appelle Géomotif. Qui nous proposait en fait une application ludique de découverte du patrimoine au travers de la découverte des motifs d'architecture. Donc l'idée c'était le principe de son application que vous auriez dû découvrir cet après-midi, mais bon, il est un peu tard. C'est en fait une sorte de chasse au trésor, une sorte de géocaching en fait, et vous retrouvez des points sur le plan de la ville, donc vous vous rendez sur ce point, et vous devez scanner, retrouver un motif que vous scannez avec votre smartphone et le motif apparaît, vous avez une explication, c'est ce qui est sur l'écran à la partie droite, vous avez une explication sur le motif et une explication sur le bâtiment sur lequel se trouve le motif. Alors nous on a dit oui parce que c'était financé par le Crédit Agricole et que c'est dit que finalement dans le cadre d'une espèce de mécénat en fait, d'aide aux start-up de la région. Et puis en 2018, il s'est trouvé que la ville qui avait donc mis en place depuis de nombreuses années les fameuses nuits lumière, le parcours lumineux dans la ville, avait été obligée d'interrompre ce parcours pour des raisons techniques. Et donc en 2018, on n'avait pas de nuit lumière ou quasiment plus rien pour animer les nuits estivales. Et donc j'ai proposé qu'on mette en place ce petit parcours ludique à la condition qu'on puisse le développer de nuit. Donc il fallait effectivement complètement paramétrer le parcours pour qu'il fonctionne en nocturne. Techniquement, ça s'est révélé possible. Donc on a mis en place cette première application. Donc c'est un parcours avec une dizaine de points qu'il faut retrouver dans le centre historique. Voilà, donc ça c'était c'est intéressant parce que c'est une application en fait qui est totalement gratuite et qui est maintenant téléchargeable via une autre application qui s'appelle Baludique. Donc il suffit en fait de télécharger l'application Baludique gratuitement et ensuite l'application vous propose un certain nombre de parcours, de jeux, etc. un peu partout en France. Vous vous géolocalisez sur Bourges et sur Bourges vous avez 2 points possibles, donc le parcours en ville et un autre parcours qui a été fait un peu plus tard, qui a été fait l'année suivante. Voilà, donc tout ça et en fait l'intérêt c'est que Géomotif met en place ce type de jeu dans d'autres villes. En général ce sont des villes et des pays d'art et d'histoire et donc vous pouvez en fait une fois que vous avez commencé à faire ce jeu dans une ville, vous pouvez le continuer dans d'autres villes où il y a d'autres parcours et vous pouvez vous faire des espèces de collections de motifs architecturaux. Voilà. Alors c'est ce genre on va parler de choses terre à terre, mais ce type d'application, donc il faut, pour la développer, il faut à peu près compter 5 000 €. Et ensuite, il y a un abonnement annuel d'1 millier d'euros à peu près, qui permet en fait la mise à jour du système et l'hébergement sur l'application Baludique. Voilà. L'année suivante, 2019, le conseil régional a lancé un appel à projet qui s'appelait Viva Leonardo, autour des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci.
Et donc un appel à projet qui permettait de fédérer en fait tous les projets culturels et touristiques sur la région. Et donc la ville de Bourges s'est engagée dans ce projet. Et nous avons, au niveau du service, développé 2 applications. Donc le prolongement de l'application Géomotif avec un deuxième parcours qui se trouve dans l'hôtel L'Allemand, qui est un hôtel particulier de la Renaissance transformé actuellement en musée. Et ensuite, pour le service d'art et d'histoire particulièrement, ça faisait plusieurs années qu'on se demandait comment présenter les vitraux de la cathédrale. C'était une question qui revenait régulièrement par le public. On aimerait bien découvrir les vitraux, mais si on fait une visite avec un guide, présenter les vitraux, au bout d'1 heure de présentation de vitraux, c'est difficile et enfin, voilà, ça peut être assez ennuyeux à la longue. On a souvent programmé des visites sur les vitraux de la cathédrale, ça marchait pas forcément. Ensuite, il y avait la possibilité de panneaux de présentation avec du texte ou des petits livrets papier avec du texte. Mais c'est vrai que sur des vitraux, il y a plein de choses à dire, sur les techniques, sur l'iconographie. Donc, beaucoup de textes à lire et donc pas forcément quelque chose non plus de très dynamique. Et à l'occasion d'un salon, on a rencontré une société qui s'appelle Askmona et qui est sur Paris et qui développe des chatbots. Alors, le chatbot, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais vous en avez sur vos smartphones, sur des sites comme par exemple la SNCF, etc. Donc, vous avez une petite bulle qui apparaît en bas de l'écran qui vous dit bonjour, si vous voulez, je peux répondre à vos questions. Ouais. Et vous avez comme ça un système d'intelligence artificielle qui répond à vos questions. Voilà. Donc ça, c'est le chatbot. Et l'idée, c'était de développer un chatbot où le petit bonhomme qui vous parle, ce serait Jean Lécuyer, qui était maître verrier au XVIe siècle à Bourges, et qui vous emmène en fait voir les vitraux de la Renaissance dans la cathédrale et dans une autre église de Bourges, et qui, comme ça, vous explique en fait, si vous regardez à tel endroit, là, voilà, vous voyez telle chose. L'idée, c'était de rendre la présentation de ces vitraux plus dynamique, plus agréable. Ça. L'avantage aussi, c'était une application aussi totalement gratuite pour le public, puisque c'était accessible via le Messenger de la page Facebook du service. Donc il suffisait d'envoyer un message et immédiatement c'était Jean Lécuyer qui apparaissait et qui vous parlait. Le problème de cette application, c'est qu'elle revient quand même cher pour le service, puisqu'on a dû payer à peu près 7 500 € le développement, plus le renouvellement de l'abonnement aussi, tous les ans, qui n'est pas donné. Et alors derrière, il faut savoir quand même c'est que l'intelligence artificielle, avant d'être artificielle, elle est quand même très très humaine. Et il se trouve que c'est quand même surtout vous, en fait, qui êtes l'intelligence de ce chatbot, puisqu'il faut fournir la documentation à la société, hein, évidemment, qui construit les textes qui vont apparaître à chaque fois, à chaque question que vous posez. Puis ensuite, vous relisez les textes, puis vous les réécrivez, parce que, en fait, ils sont assez forts pour écrire sur le ton du chatbot, mais il faut quand même qu'il y ait du contenu. Et le contenu, finalement, ils ne le maîtrisent pas, donc c'est vous qui réécrivez le contenu. Et puis surtout, en fait, ça fonctionne avec le smartphone. Vous allez devant la verrière en question, et puis vous prenez une photo de la verrière, et il vous dit « Ah, donc vous êtes devant le vitrail du martyr de Saint-Laurent, je vais vous expliquer. » Sauf que pour que lui reconnaisse que vous êtes devant la verrière du martyr de Saint-Laurent, vous avez fait une centaine de clichés de la verrière, en grand, en large, en détail, flou, pas flou, de travers, bien cadré, etc. Ça, il fallait faire 100 clichés de chaque verrière pour que eux, en fait, l'intègrent et que l'intelligence artificielle reconnaisse que vous êtes bien devant le martyr de Saint-Étienne ou de Saint-Laurent et pas devant la famille Tullier. Voilà. Donc, beaucoup de travail quand même pour quelque chose qui, au final, n'est pas, toi tu l'as vu après, peu utilisé et finalement assez
assez médiocre en fait. Enfin, le rapport qualité-prix s'avère pas très intéressant. Voilà. Alors, j'ai bien vu de... Donc, je rappelle très brièvement que le label Ville d'art et d'histoire n'est pas un label touristique, mais c'est un label qui encourage les personnes qui s'engagent dans cette démarche à s'adresser essentiellement aux habitants. Dans ce cadre-là, a été réalisé, avant que je n'arrive, ce jeu de piste sur un des quartiers de Bourges qui s'appelle le Moulon, où il y a un passé industriel intéressant, et puis ensuite de grands ensembles qui sont nés dans les années 50-60. Et donc ce sont des quartiers qui aujourd'hui sont politiques de la ville et sur lesquels il était aussi important de mettre en valeur le patrimoine et l'histoire du quartier. Donc voilà, ça a été refait cette année, donc c'est juste un parcours de QR code qui sont pérennisés, donc il y a soit des plaques, soit des poteaux où on peut flasher le QR code et on a accès à des contenus, des cartes, des photographies, etc. Donc ça a été réalisé avec une association de quartier qui s'appelle C'est possible autrement. Ça fonctionne plutôt bien. Hein. Bon, après, c'est toujours la question de comment on pérennise justement les QR codes, comment les gens vont avoir connaissance. Est-ce qu'il faut rajouter ce qu'on a fini par faire, ce petit dépliant qui permet de faire connaître simplement, de dire le parcours il existe. Est-ce que les QR codes ils suffisent à eux-mêmes? En fait, c'est toute la question. En fait, on se rend compte qu'il vaut mieux les deux, parce qu'il y a quand même des gens qui sont attachés au papier, et puis voilà. Et puis finalement, de voir un poteau avec un QR code, ça suffit peut-être pas tout à fait pour qu'on se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc voilà, on a fait le parti de... Alors c'est quelque chose qui se plie, hein, c'est pour ça que vous avez six compartiments, et sur l'autre, sur le verso de ce document-là, il y a une grande carte avec tous les QR codes qui sont localisés. Ah oui, c'est Alors, ensuite, donc, il y a une application, alors c'est pas nous qui l'avons développée, c'est l'Office de tourisme. Il y a des petits dépliants comme ça qui sont disponibles à la sortie de l'amphithéâtre. Alors, pourquoi j'insiste sur le fait que c'est une application qui a été développée par l'Office de tourisme? C'est parce que c'est une application qui est touristique. Donc, on va revenir toujours à la même chose. Quand on fait une application comme n'importe quel projet, on se pose déjà la question du public cible. Là, le public cible, c'est les touristes qui ne connaissent pas Bourges. Alors, du coup, pour nous, cette application, ponctuellement, on peut l'utiliser. Elle nous sert à certaines choses, mais elle n'est pas suffisamment fiable historiquement pour qu'on puisse réellement l'utiliser, notamment avec les écoles, par exemple, ou ce genre de choses. Donc là, on l'avait utilisé ponctuellement pour la fête de la science au mois d'octobre, où on faisait une intervention sur la colorisation des portails de la cathédrale, parce qu'il y a deux réalités augmentées dans cette application sur la cathédrale, et l'une des deux concerne la colorisation du portail sud. Donc ce type d'application, c'est évidemment très intéressant aussi d'un point de vue patrimonial, mais pour que ce soit vraiment utile d'un point de vue patrimonial, il faut aller au-delà. Et donc je faisais un parallèle avec la ville de Perpignan, parce que j'y travaillais avant, hein. Donc c'est quelque chose que je connais un peu, où il y a une application qui est entièrement gratuite, qui s'appelle Perpignan 3D, où pour le coup, vous avez des reconstitutions extrêmement précises et vraiment très, très scientifiques. Donc pour cette application, la ville de Perpignan travaillait avec la société Art Graphique et Patrimoine, qui sont les
plus connus dans ce secteur, puisque c'est eux notamment qui possèdent le scan 3D au millimètre de Notre-Dame de Paris. Donc c'est grâce à eux qu'on va pouvoir la reconstruire. Donc voilà, mais là c'est évidemment pas, tout de suite pas le même coût, puisque une application comme ça, ça a coûté à peu près 300 000 €. Et il y avait pour quatre circuits, plus un film immersif. Alors, à la fin, je vous le passerai parce que ce sera plus simple que je ressorte et puis que je rentre. Hein. Donc, voilà, on va plutôt faire comme ça. Je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, le film immersif, lui, il était déjà, lui tout seul, autour de 150 000 €. Mais ça... Ouais, on repasse sur la fuite. Mais ça a le gros avantage que pour le service lui-même, c'est intéressant parce que, par exemple, ça fixe la connaissance à un moment et on n'a plus besoin après de faire des recherches. On dit, tiens, on se demande, tiens, c'était comment? Ah ben voilà, c'était comme ça. Donc c'est vraiment aussi très utile d'un point de vue du service lui-même. Ça marche plus. Si, c'est bon. Je vais aller chercher. Alors, par ailleurs, donc, dans le service des musées de la ville, on a aussi mis en place quelques développements numériques. Le plus intéressant à mon sens, c'est la formule de la visite virtuelle qui se développe beaucoup actuellement, donc les visites 360, qui, alors nous, enfin, cette visite virtuelle, pour moi, elle a deux intérêts. Elle a deux objectifs. C'est d'abord un objectif d'accessibilité pour les... Donc c'est des visites virtuelles en fait, que l'on va mettre en ligne, qui peuvent être consultables sur le site internet de la ville. Donc c'est accessible effectivement pour les gens qui n'ont pas l'occasion de venir voir une visite, faire une visite d'une exposition temporaire. Ils peuvent quand même finalement avoir accès aux œuvres. L'autre intérêt pour moi, c'était un intérêt d'archivage, c'est-à-dire qu'on peut garder comme ça à la mémoire aussi des expositions temporaires que l'on a réalisées, garder en mémoire la scénographie et finalement d'avoir aussi cette mémoire hein, de l'activité du service. Donc alors ce sont des applications qui finalement elles reviennent très peu chères, hein, je crois que c'est 1 300 € la mise en place, le développement complet, hein, la numérisation, le développement complet de cette visite virtuelle, et ensuite avec un abonnement qui est de 5 € par mois ensuite à partir de la deuxième année. Donc ça reste quand même finalement très accessible. Et donc en fait les gens de la société viennent, prennent des photos de toute l'exposition, ça prend une demi-journée à peu près, et ensuite ils font cette mise en ligne, et donc vous pouvez circuler dans l'exposition. Ça c'est une exposition qui est actuellement visible au musée des meilleurs ouvriers de France, et vous avez des points qui vous permettent de découvrir les œuvres une par une. Alors, en conclusion, en fait, je pense qu'on va un peu enfoncer les portes ouvertes, mais voilà, le numérique, bien sûr, ça a des avantages. On va dire la même chose que tous nos prédécesseurs. C'est un outil qui est quand même très utile. Moi, je parle en termes de reconstitution, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec le film sur Bourges au début du XVe siècle. Ça permet d'avoir des ambiances, de vraiment se rendre compte de ce à quoi pouvait ressembler un monument, une ville à une époque. Le préalable est quand même vraiment de se poser la question de pourquoi on le fait à ce moment-là, surtout pour qui. Je pense que c'est très important de se demander pour qui on le fait. Et le gros avantage, c'est tout ce qu'on appelle aussi la réalité augmentée, mais en fait c'est tout ce qui ajoute quelque chose. Pour donner un exemple précis sur Bourges, nous n'avons pas
Et c'est un regret, mais pour des raisons pratiques, c'est compliqué. Nous n'avons pas de visite guidée en langues étrangères. Alors que l'été, évidemment, on a des étrangers. Évidemment, une application comme Légendaire ou Perpignan 3D, ça permet d'avoir des traductions extrêmement fiables sur des parcours qui sont intéressants, qui peuvent être thématiques, qui peuvent être chronologiques, etc. Et puis, il y a autre chose qui, moi, me semble très intéressant, c'est que souvent, dans ces applications, on a la fameuse version enfant. Vous savez, la version qu'on dit enfant, ben, en fait, qui va à tout le monde. La petite version que, finalement, du coup, les gens, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils se disent qu'avec un guide où ils peuvent avoir peur qu'il y a un niveau de langage ou un niveau de connaissance qui ne soit pas le leur. Et donc, dans les applications, souvent, il y a une version enfant. Et moi, j'irais presque plus loin, je me demande même parfois si la version enfant, elle ne suffirait pas de temps en temps. Parce que souvent, justement, les gens qui utilisent les applications, alors bien sûr, il y a le phénomène que l'application elle est disponible tout le temps. Si vous voulez le faire à minuit, vous n'allez pas voir grand-chose, mais vous pouvez. Rien ne vous en empêche. Alors qu'une visite guidée, forcément, elle a un horaire fixe. On peut pas le faire à n'importe quel moment. Mais on se rend compte qu'il y a aussi des gens qui préfèrent les applications parce qu'ils vont à leur rythme, parce que si à un moment il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, au fond c'est pas grave, il n'y a personne qui est là pour s'en rendre compte, et du coup ça les rassure, ils se sentent beaucoup plus concernés. Et dans cette optique-là, moi je me dis que finalement, quand on fait une application de ce type, il faut peut-être plus réfléchir à la version enfant qu'à la version adulte, qui finalement aussi pour nous est plus facile parce qu'on est plus aguerri à ce genre d'exercice. Je pense que c'est très intéressant. Et puis bien sûr, le numérique, ça permet tout ce qui est réalité augmentée, même si c'est un bien grand terme, tout ce qui est reconstitution. Et là encore, c'est quand même extrêmement intéressant. Ça permet, comme le disait Anna, d'avoir des archives vraiment très complètes et précises du travail qu'on a pu faire. Ça permet de matérialiser en quelques phrases, en quelques images, un état de connaissance à un instant T, qui là aussi peut être très utile pour ensuite construire des visites, des animations ou un discours. Dans les inconvénients, on va revenir sur le rapport qualité-prix qui n'est pas toujours très intéressant, disons-le. Et puis surtout, on en a beaucoup parlé aujourd'hui aussi, mais l'obsolescence rapide des contenus qui oblige des mises à jour qui sont parfois très coûteuses. Et puis, des mises à jour, des mises au goût du jour, les deux, voilà. Dans les questions qui ont été soulevées très rapidement avec le type d'application où on a des itinéraires, on s'est posé la question, est-ce que du coup les gens vont moins fréquenter les visites guidées? Aujourd'hui, on se rend compte que non, ça n'a pas tellement d'impact. En revanche, et je dirais à contrario, on se disait aussi les applications c'est bien parce qu'on touche des jeunes. Ouais, voilà. C'est pas net quoi. Voilà. Donc il y a peut-être dans certaines parties, mais en fait, par contre, ce qu'on va toucher, et ça c'est bien, c'est plus le public familial, et là j'en reviens à mon histoire de version enfant, voilà, on est plus sur des publics familiaux, où il y a aussi des jeunes, mais bon, c'est pas le jeune de 21 ans qui va se dire, tiens super, je vais télécharger Perpignan 3D, c'est génial. Non, ça, je crois qu'il faut se l'enlever de l'idée, ça n'arrive pas. C'est triste peut-être, mais ça n'arrive pas. Donc, en ce qui concerne Bourges,
les expositions virtuelles, elles seront poursuivies, ça c'est certain. On va avoir une réflexion sur l'utilisation du numérique dans le cadre du nouveau centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. C'est-à-dire en fait la vitrine de la ville d'Arrêt d'Histoire qui date pour nous de 1993 et qui doit donc être revue. Le ministère de la Culture nous oblige au moins à avoir une maquette dynamique avec un peu comme des morceaux de sucre. Vous voyez, on dit, ben voilà, là il y a un quartier qui apparaît, là il y a ça qui a été détruit et ce genre de choses. On utilisera aussi le numérique dans la future signalétique patrimoniale, peut-être sous forme de QR code ou si c'est devenu has-been, sous une forme analogue. Parce que notamment on est en train de réfléchir actuellement à un parcours de Bourges sous l'occupation où premièrement il n'y a rien à voir puisqu'on a consciencieusement enlevé toutes les traces de ce passé qui était douloureux, et aussi parce qu'il se trouve qu'à Bourges les principaux bâtiments comme celui de la Gestapo et celui de la Kommandantur sont aujourd'hui des lieux privés. Alors c'est délicat de pointer du doigt un bâtiment et puis de dire, vous voyez, dans votre salon, voilà, il y avait Paoli qui torturait les résistants. Donc du coup, le QR code, bah, ça permet d'avoir juste un QR code et puis après les gens, ils ont l'explication. Donc ça aussi, je sais que c'est des cas qui sont peut-être un peu annexes, hein, un petit peu, mais ça arrive et finalement, le numérique permet ça aussi de pouvoir être plus pudique et plus discret hein, sur certaines explications. On n'a pas prévu pour l'instant d'application plus développée hein, à ce jour. Mais on a des supports, voilà, on a des choses qui existent, comme je reviens toujours à Bourges au début du XVe siècle. Je vais essayer de vous montrer, on a aussi un petit film qui a été fait par le service d'archéologie de Bourges Plus, donc de l'agglomération, qui concerne le quartier à Baricom. Service archéologique, ça. Ah, d'accord. Excusez-moi. Une bonne amie, une très bonne amie. Alors, je passe très rapidement. Donc ça, c'était la photographie en fait du site hein, en fin de fouille. Et vous aviez ensuite la reconstitution. Donc là, on est entre le XIIe et le XIVe siècle. C'était un quartier d'artisanat essentiellement lié à la rivière qui passe, Liévrette, donc il y avait des tanneurs, il y avait des bouchers, enfin tout ce qui est aussi lié à la peau, au traitement de la peau. Les bouchers d'abord, hein, ensuite les tanneurs, les teinturiers, etc. Donc ça, ce sont des outils qu'on n'utilise pas du tout, qui sont très sous-exploités. Donc on va commencer par réfléchir à comment on peut les utiliser de manière intéressante, notamment avec les scolaires, hein, bien sûr. Et puis, la société Overnick qui avait développé. Et puis voilà, je vous montre un petit bout donc du coup de Perpignan 3D. Ça c'est le... Je vais essayer d'enlever le son parce que c'est pas très... Voilà. Donc c'est un extrait du film immersif, c'est pour ça que vous avez tout en 360 degrés. Hein. Normalement, c'est tout autour. Hein. Donc là, c'est à plat. Mais c'est pour vous montrer donc, à quel point on peut aussi être précis sur voilà. Et ça, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant pour comprendre les modifications, notamment l'urbanisme et l'apparition et la disparition des monuments. C'est ce qui se regarde avec les grosses fenêtres. Oui, ça ou des salles immersives avec plusieurs caméras et donc du coup ça fonctionne comme ça. Mais les casques c'est effectivement le plus simple.
Voilà ce qu'on peut vous dire. Je repasse la parole à Anna pour le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Voilà, donc voilà, c'était quelques exemples quand même sur 7-8 ans d'expérience du numérique. Qui nous, moi pour ma part, m'ont quand même surtout convaincu qu'il ne fallait pas se précipiter sur les applications numériques qui vieillissent vite. On peut être pionnier et 5 ans plus tard déjà complètement dépassé. Voilà, il y a eu des questions de coût, de rapport coût-utilité, usage de ces outils. Et puis, alors nous, c'est un point, mais ça, je pense que on n'est pas les seuls. Dans ce cas-là, l'autre question, c'est comment on fait connaître aussi ces applications, ces outils, pour que finalement ils servent, ils soient vraiment utilisés par le public. Et ce qui n'est pas évident finalement. On s'est rendu compte que la fréquentation de ces applications finalement restait très très modeste. Entre autres aussi parce qu'on a un défaut de communication, mais c'est comment on peut communiquer aussi sur des QR codes qui sont dans la rue, comment on peut dire aux gens, si vous scannez ces QR codes-là, vous allez avoir des informations sur le patrimoine, sur l'histoire de la ville, ce qui n'est quand même pas évident. Voilà. Ça, c'est aussi une de nos limites. Voilà. Si on peut encore répondre à des questions, puis après on vous libérera. Oui, la question c'est comment vous quantifiez les retours, enfin comment vous pouvez quantifier les retours, parce que les gens scannent, ou ils scannent pas, enfin je sais pas. Alors sur les applications du type du chatbot et des outils comme Géomotif, dans l'abonnement en fait il y a un suivi et donc il vous donne les statistiques. C'est pour ça aussi que vous payez quand même l'abonnement tous les ans aussi. Non seulement ça permet de rester référencé, mais eux, ils ont un suivi statistique. Alors sur les QR codes, effectivement, là par contre, on n'a pas de suivi, donc là c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, les petites applis comme ça, là par contre, il y a un suivi statistique. Et les QR codes, donc, ils sont appliqués sur des murs, ou enfin bon, il faut des autorisations, etc., sauf si c'est des bâtiments publics, enfin bon. C'est ça. Ouais, donc... Sur les QR codes, préciser, il y a des outils qui développent des QR codes et vous aurez les retours de ceux qui vous flashent réellement. C'est payant. Ah oui. C'est pas très cher. Voilà. Juste pour préciser. En fait, oui, si vous générez vous-même vos QR codes, effectivement, là, vous n'avez pas de... C'est difficile d'avoir le suivi. Après, il faut payer effectivement des abonnements. Ah, d'accord. C'est utilisé. Avec le Covid, vous voyez. Ouais. L'avantage, c'est son pass sanitaire. C'est ça. QR code, et là, du coup, on a mis beaucoup de contenu comme ça sur QR code. Donc, c'est des pages cachées en fait sur le site internet. On ne voit pas en consultant le site internet. Ça fonctionne comme ça, donc c'est très simple. Il y avait un moment donné où les QR codes ont été assez ringardisés. On nous avait dit non, mais QR code, faut arrêter, ça marche pas. Et puis finalement, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de deuxième génération. Et je pense que finalement, c'est un outil qui est quand même relativement simple à mettre en place. Et ça permet quand même d'avoir il faut un smartphone, mais c'est finalement, ça reste quand même, finalement, j'ai l'impression que ça revient un petit peu en grâce. Alors, il faut simplement vérifier par contre qu'il n'est pas obsolète, parce que nous, on en avait installé au musée, et on les a enlevés parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on partait sur des pages qui n'avaient aucun rapport avec le musée. Donc, il y avait eu un problème de redirection. Ouais. Voilà. Il faut vérifier régulièrement. Y a-t-il d'autres questions? Caroline. Vous l'avez jamais fait par géolocalisation? Aussi, ouais. Des balades sans QR code, mais par géolocalisation. Le géomotif, en fait, fonctionne par Géomotif, mais il faut scanner le motif, quand même. Oui, c'est de la géolocalisation. Alors, en fait, ce sont les deux. En fait, vous devez être géolocalisé et va vous dire, en fait, va vous indiquer sur le plan, sur un plan de Bourges, où sont les motifs à voir, et vous, il vous dit où vous êtes, en fait, par rapport à ce. Quand vous arrivez vers le point à scanner, en fait, c'est un petit peu un jeu aussi, donc c'est à vous de chercher. Vous avez quand même l'image du petit motif, et puis vous devez le chercher pour vous
cliquer en fait, photographier le motif sur l'empreinte que vous avez sur l'application, sur le dessin en fait. Ils doivent coïncider, à ce moment-là, vous allez gagner votre... Vous avez géolocalisé le point, quoi. Voilà. J'arrive pas fort, c'est juste une remarque. Non, j'ai besoin de l'enregistrement. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la création du parcours avec Baludic, donc simplement pour vous dire également que nous avons fait appel à cette société pour la création d'un parcours sonore à la Devinière, au musée Rabelais. C'est un parcours entre la Devinière et l'abbaye de Sully. Donc on est sur la géolocalisation de points d'écoute en lien avec le paysage. Donc on n'est pas sur une réalité augmentée. Elle est augmentée par les lectures et par la relation entre l'œuvre et le paysage qui fait alentour du musée. Donc il y a en tout 12 points d'écoute possibles. Donc photographie des lieux stratégiques, on va dire, en lien avec le roman. Et puis 8 points d'écoute Rabelais, et avec également l'adjonction des points d'écoute liés au séjour d'auteur que nous avons accueillis. Voilà. Donc là, il n'y a pas de QR code, on est vraiment sur une géolocalisation avec un budget, un abonnement, ça je suis d'accord, c'est vrai que chaque année il y a Baludic. Et Audiovisite qui a fait l'enregistrement, donc c'est Thierry Frémont qui fait la lecture des textes. Et donc on a une possibilité qui a été installée en 2019, donc dans le cadre de Renaissance 2019, et qui normalement avait une ambition pour les lycées, puisque nous avions encore Rabelais au lycée, mais qui a été supprimé, et qui a été remis au lycée donc en 21, de 21 à 23, puisque nos auteurs sont soumis à l'assolement triennal. C'est-à-dire que nous avons la chance de les voir apparaître ou disparaître au gré, je dirais, des ministres en place. Donc c'est une forme d'éclipse momentanée et puis de retour en grâce. Donc c'est très bien, Rabelais est de retour, donc c'est parfait. Donc nous proposons la médiation, je dirais, dans le musée, et puis la possibilité également de découvrir et de faire une lecture de paysage au dehors, donc hors les murs, ce qui permet de dédoubler avec les impératifs de jauge, de dédoubler les classes, si je puis dire, et de proposer du dehors et du dedans. Voilà. Donc c'était simplement cette petite précision. Mais Baludic, c'est vrai que c'est un projet assez simple et qui se dédouane de toute forme d'implantation dans le paysage où voilà, les points sont déjà géolocalisés. Avec un parcours à suivre, avec des indications bien sûr, donc il y a un côté jeu qu'il a fallu tordre un peu parce que je ne voulais pas que ça paraisse comme étant trop ludique. Je ne veux pas non plus apparaître comme un triste cire ou un allégeaste, mais voilà, c'était simplement cette précision. Merci pour la présentation de vos moyens de médiation. C'était juste une remarque, parce qu'on a eu ce problème justement sur les QR codes au niveau du musée à la Châtre. Et on est parti avec une application qui s'appelle Quiz, qu'il fallait télécharger, en tout cas le visiteur. Et en fait, quand il se baladait dans le musée, il avait une notification sur son téléphone dès qu'il passait devant une œuvre, parce qu'on avait un petit capteur. Sur le papier, c'est très bien, donc on peut avoir du son, la vidéo, tout ce qu'on veut. Mais en fait, personne ne télécharge l'application. Voilà. Donc, pour éviter l'interaction, justement pour qu'on ait quelque chose de plutôt vivant, c'est-à-dire que c'est l'œuvre presque qui vient solliciter le visiteur, je trouve ça l'idée plutôt bonne, mais ça veut dire qu'à l'entrée, il faut qu'on demande à chaque visiteur de télécharger l'application, et ça ne fonctionne pas du tout. Alors qu'une fois qu'ils l'ont téléchargé, c'est plutôt bien, parce que c'est justement l'œuvre qui vient solliciter le visiteur, et je trouvais ça plutôt intéressant. Mais voilà, donc on a aussi le revers de l'autre côté de la médaille, où si on ne veut pas que le visiteur soit là à tout le temps scanner quelque chose, et que justement il a la surprise d'avoir un contenu supplémentaire, il faut lui demander avant d'avoir téléchargé une application. Voilà, donc la solution idéale, je crois, n'existe pas encore. Voilà. On a le même problème avec l'application Géomotif dans l'hôtel L'Allemand. Donc normalement c'est une chasse aux motifs aussi dans l'hôtel pour finalement découvrir l'hôtel Renaissance autrement.
Et donc il y a des petits flyers à l'entrée pour que les gens puissent comprennent comment ils téléchargent. Sauf que nous, les agents d'accueil, on a beau leur dire, vous pensez bien à leur dire oui, 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 oui. Puis en fait, donc, en fait ça se fait pas. Donc il est très peu téléchargé. Alors qu'en fait, c'est une façon assez amusante, en fin de compte, et assez différente de découvrir le lieu. Mais c'est, oui, après, et puis bon, c'est vrai qu'il faut télécharger Baludique, il faut ensuite aller choisir le parcours, et pour les agents, c'est déjà trop, quoi. Enfin, c'est déjà... Alors, pour rebondir, ce sera le dernier rebondissement, mais sur ce que vient de dire Vanessa, effectivement, c'est ce que vous venez de dire également, il faut l'information qui puisse indiquer justement ce téléchargement, et ensuite il faut également, j'allais dire, l'architecture réseau, que nous n'avons pas toujours dans nos contrées lointaines. Donc ça veut dire également Wi-Fi, donc ça veut dire les bornes, donc ça veut dire Wi-Fi territorial, ça veut dire cette architecture-là aussi technique que nous n'avions pas forcément au moment de la mise en place de l'application, et qui a généré aussi quelques problématiques de téléchargement. Donc ça, nous nous en sommes rendus compte. Là, nous avons enfin le Wi-Fi territorial et touristique, et la fibre qui semble pointer son nez jusqu'à ce lit. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a le problème de l'information et du réseau. Et petite question également, l'agence qui a fait la visite virtuelle, quelle est-elle pour... Enfin, voilà. Je recherche, mais c'est une petite boîte de Lyon. Non, mais c'était... après, il y en a énormément qui se sont montées, des petites agences qui font des visites virtuelles comme ça, et toutes à peu près dans les mêmes prix, en fait. Parce que le tarif apparaît quand même assez, je dirais, raisonnable. Ah oui, oui, non, nous, on s'attendait à beaucoup plus cher, quand on a vu les devis, on a dit, mais vous êtes sûr que vous avez bien compris la demande? Et oui, en fait... c'est vraiment, non, c'est vraiment pour l'instant, c'est ce que j'ai trouvé le plus accessible en fait, finalement, par rapport au résultat, qui est quand même assez intéressant parce que effectivement, ça permet de pointer à chaque fois chaque œuvre, vous la présenter, enfin, vraiment vous déambuler dans l'exposition librement. Et non, c'est, on leur a fait faire 2 fois le devis en fait pour être sûr qu'ils avaient bien intégré les frais dedans en fait, on n'était pas sûr. L'Association des personnels scientifiques de la région Centre nous a orientés notamment vers une société qui a cette option, je dirais, de générer des visites virtuelles, et le tarif a l'air tout autre. Oui, mais c'était des captations de visites, c'était la captation de visites que vous aviez fait pour Canac. Oui, c'était c'est avec Centre Sciences, ouais, ça. Mais ça, la captation avait quelque chose de très cher par rapport voilà. Une captation de visite. Une caout, voilà, qui donc avec des projets, donc il y en a un chez Balzac et Rabelais, normalement, en cours. Et voilà, donc là, c'est aussi la création d'une visite virtuelle. Alors avec toujours le questionnement sur dire jusqu'où montre-t-on. C'est-à-dire que nous, la question de notre collectivité était celle-là. C'est-à-dire que si nous montrons trop, est-ce que nous allons nous couper d'une fréquentation? Est-ce que les personnes, ce sont des questions qui peuvent se poser par les directions. Et voilà, jusqu'où il faut montrer, est-ce qu'il faut tout donner partiellement Nous, on utilise, on considère cette visite virtuelle vraiment comme d'abord vraiment sur les gens qui savent qu'ils ne viendront pas, qu'ils habitent trop loin, ou donc la devinière par exemple, c'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, voilà. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est intéressant. Et nous, vraiment, moi je l'envisage vraiment aussi comme un outil d'archivage et de mémoire en fait, des scénographies, parce que les collègues avant gardaient des photos des visites, des expositions, mais, ou des objets qui étaient exposés. Mais finalement, là, je trouve que ça nous permet aussi de garder en mémoire quelle scénographie on avait choisi, quel graphisme on avait choisi pour les panneaux, et voir un petit peu l'évolution aussi du travail des collègues, du travail des équipes. Je trouve que c'est assez intéressant de ce point de vue-là.
je voulais vous parler de Canopé, le réseau Canopé que vous connaissez peut-être dans vos différentes régions et académies, donc qui dépendent de chaque académie, chaque rectorat. Et eux, ils ont développé pour leurs élèves, enfin pour les élèves, des possibilités comme ça de créer des circuits avec les QR codes. Alors j'ai plus le nom en tête du système, mais c'est des choses qu'ils mettent à disposition des établissements scolaires pour qu'eux-mêmes s'emparent du patrimoine, de l'environnement et ainsi de suite, qui créent leur QR code. Donc c'est très simple d'utilisation et de création. Et ça, nous on avait travaillé un peu avec eux sur une expo précédente au sein du muséum. Ce qui était intéressant, c'est que c'était par rapport à la question des réseaux. En fait, le système permettait, il fallait que le premier QR code qui lançait en fait votre circuit soit sur une zone de Wi-Fi. Et à partir du moment où le premier était Wi-Fi, en fait, sans que vous le sachiez, sur votre smartphone, ça envoyait l'ensemble des fiches. Et ensuite, vous pouviez être hors réseau, parce qu'il le testait à la fois dans la nature, dans la forêt, dans différentes zones. Nous, on l'avait testé ici au niveau du musée où toutes les salles n'ont pas le réseau. Et ça permettait comme ça, même sans réseau, de pouvoir continuer à faire le jeu, puisque finalement, vous aviez déjà, sans le savoir, tout le fichier qui est déroulé, qui était donc il faut vous rapprocher de vos réseaux Canopé, parce que ça, ils l'ont développé.